Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et nous sommes une nouvelle fois à la croisée des chemins sur la réforme des retraites, certes adoptée au Parlement, mais pas dans la rue, pas au Conseil constitue, et puis encore le référendum d'initiative populaire qui poursuit sa route. Nous sommes avec Alexis Corbière, député LFI de la Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, est-ce que vous avez quand même envie qu'on trouve une solution? J'imagine que vous allez dire, bah oui, la seule solution, c'est le retrait. Mais quand, dans une négo, il y en a un qui veut pas retirer, les autres qui veulent que le texte soit retiré. Est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de cette situation qui est quand même inquiétante d'un point de vue social? Oui, tout à fait. De toute façon, vous savez, il n'y a personne qui prend plaisir à faire 10 journées de manifestation, à perdre des journées de salaire. Donc il faut que les choses avancent, évoluent, appelez-les comme vous voulez. Mais la question, après, revenons à l'essentiel. Nous parlons de notre démocratie, c'est pas rien quand même. Est-il normal, est-il juste qu'un projet de loi qui est rejeté par l'ensemble de la population, qui n'a pas trouvé de majorité à l'Assemblée nationale, soit ainsi imposé? Il y a eu plein d'idées dans l'histoire où les 49.3 clôturent une séquence parlementaire. C'est dans la Constitution. Oui, mais le 49.3 est une procédure en particulier qui peut être utilisée sur des questions budgétaires, où on imagine que... non mais je veux dire, la manière dont ça a été surtout conçu, et en particulier l'article 47.1 qui est utilisé, c'est-à-dire on peut imaginer qu'avant le 31 décembre, il faut absolument que l'État adopte un budget afin de ne pas se retrouver en cessation ou en incapacité de paiement de ses fonctionnaires. Bon, il y a un esprit comme ça. Je le désapprouve, je ne suis pas favorable au 49.3. Mais sur un grand texte social qui concerne l'ensemble des salariés, qui nécessite quand même qu'il y ait de la discussion, de la négociation, du consentement à l'autorité, je trouve que c'est folie que d'utiliser cet aspect de la Constitution pour imposer quelque chose. Voilà, toutes les études d'opinion. Alors on peut ne pas croire les sondages. Je suis moi-même très critique des sondages, mais enfin, je vois des gens qui, eux, y croient souvent. Non, ça leur a pas échappé que 70% des gens sont contre, 93% des salariés sont contre, et ça n'a pas été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Et il n'y a même pas eu, comment dirais-je, le panache, le courage, ou comment dirais-je, la clairvoyance de au moins soumettre ça au vote. On a même là, parce que le gouvernement jugeait, et il avait manifestement raison, qu'il n'y avait même pas une majorité parlementaire là-dessus. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et le point nodal de toutes les choses, même si dans ce texte il y a d'autres aspects, c'est le passage à 64 ans. Alors moi, c'est difficile à ce stade de se dire que le gouvernement, vous me tendez la perche, il faut être raisonnable, mais si l'attitude, à travers vous, je sais bien que vous faites la voix du gouvernement, si c'est de dire bon, du gouvernement, je vous pose la question. Non, mais la voix, je veux dire l'argumentaire, d'un argumentaire qui est pertinent, mais si c'est de dire soyez raisonnable, Monsieur Corbière, vous les manifestants, on va discuter, mais enfin on va rester à 64 ans, c'est sous-entendre que c'est un jeu de dupes, évidemment, qui n'est pas acceptable. Le problème, c'est l'alternative. C'est quelle est la proposition autre. La vôtre, elle est quand même très différente. La retraite à 60 ans, on a eu des chiffres hier de déficit public et des comptes de la nation qui, franchement, on n'a pas de quoi se réjouir. Est-ce que, justement, on n'a pas de voie médiane? 60 ans, 64 ans, c'est tout, et il y a trop d'écart. Vous exagérez. Premièrement, dans notre programme, oui, il y a la retraite à 60 ans, c'est une discussion politique. Je rappelle juste qu'en 1981, elle a été mise en place. Donc c'est pas non plus, comment dirais-je, un univers incroyable, même si après vous avez vos arguments économiques. Mais je veux dire par là que observez que dans la discussion, dans la mobilisation, la question pour l'instant n'est pas faut-il passer ou pas à 60 ans. J'y suis favorable, je fais des réunions publiques là-dessus. Mais c'est le statu quo. Non, le non-passage à 64 ans. Oui, le statu quo. Oui, si vous voulez, on reste comme on est. Pas de recul. Oui, parce qu'effectivement, ça a été dit. Ce dont nous parlons, c'est sur un système de retraite de 3% éventuellement de déficit pendant quelques années. Et nous avons proposé moult solutions. Le problème est un problème de recettes, c'est ce que nous dit le Conseil d'orientation des retraites. C'est pas un problème systémique, c'est un problème de recettes qui a creusé et qui fait que pendant quelques années, il y a un potentiel déficit. Donc à partir de là, nous avons dit, est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, revenir sur les exonérations de cotisations qui ont été faites? C'est le fruit de politiques publiques qui ont été dit souvent. Bon, ça coûte 2,5-3 milliards. Ensuite, nous avons considéré qu'il peut y avoir aussi une égalité salariale entre les hommes et les femmes qui, si elle avait lieu, ferait aussi rentrer dans les caisses. Nous avons même mis sur la table, pourquoi pas, il a été estimé 0,8% de cotisation. Le système est paritaire, patron, salarié, on pourrait se retrouver dans une situation qui est immédiatement à flot. Bref, il y a moult propositions. Toutes les propositions que vous venez de faire, on est sur... Il y en a beaucoup d'autres. Non, il y en a beaucoup d'autres, mais toutes celles que vous venez de faire, et comme on est sur BFM Business, c'est intéressant que vous les fassiez, c'est
ce sont des propositions qui augmentent les charges sur les entreprises. Alors après, on peut avoir un discours des divergences économiques, mais ça veut dire que le risque quand même, c'est que votre système se retourne contre vous, puisque plus de charges d'entreprise, c'est sans doute moins d'emplois. Jusqu'à présent, ça a quand même bien fonctionné, cette politique pro-business. On est à 7,4% de chômage en France. C'est pas si mal. Et ça donne des recettes pour l'assurance vieillesse, justement. Alors, on quitte un peu le sujet des retraites, mais vous avez raison. Il y a eu des politiques qui ont été menées, de nombre d'exonérations, de cotisations, d'impôts, etc. 156 milliards, nous estimons chaque année, non conditionnés sur le plan social, non conditionnés sur le plan écologique. Ouais. Vous dites que ça a bien marché. Vous avez vu que la société, le rendement augmente maintenant. J'observe. Beaucoup. Non, mais j'observe. 8 milliards de plus cette année de d'IS parce que les entreprises vont bien. Non, mais les entreprises vont bien, c'est une grande généralité. Et l'emploi aussi. D'accord. Quel type d'emploi, ça m'intéresse aussi. Je suis favorable à ce qu'il y ait de l'emploi, mais attention à ce qu'il n'y ait pas une structure d'emploi qui se développe, qui est un emploi extrêmement précaire, contrat court, etc. Vous avez vu qu'on fait plus de CDI aujourd'hui qu'on le faisait il y a 5 ans. Beaucoup plus mais il par y a rapport une au grande. CDD et au mais travail quoi qu'il en soit, puisque tout va bien, c'est mais j'entends bien. Mais puisque même y compris je vais aller dans votre tendance, il n'empêche qu'on peut s'interroger aussi sur le fait qu'il y a de manière record de nombre de bénéfices, c'est pas seulement de bénéfices, pardon, de profit, oui, c'est vrai, de profit, bon, qui doit nous interroger sur est-ce que ces politiques d'argent public, qui est un argent qui nous appartient, qui vous appartient, est-ce que ça doit servir aussi à ce que les actionnaires touchent plus? C'est un débat non seulement économique, mais même un débat légitime. Il a lieu aux États-Unis. Légitime. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas bon que ça soit réinjecté dans l'économie, notamment par des augmentations de salaire, etc., et puis même des politiques publiques ou de l'investissement plus fortes, ou de l'investissement d'ailleurs, ou de l'investissement, parce que souvent aussi cet argent ne sert pas à améliorer notre outil de production et nous amène dans une situation difficile dans nombre des secteurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut s'interroger là-dessus sans pour autant qu'on se retrouve dans un pays d'économie administrée où notre système économique serait en difficulté. Et puis de toute manière, je le répète, si on croit sincèrement, par exemple, l'égalité homme-femme, au-delà de beaucoup de choses. Ça se décrète pas. Ça se décrète pas, mais il peut y avoir des politiques publiques qui sont un peu plus énergiques pour que ça se mette en place. D'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, on sanctionne des entreprises où ça ne s'applique pas. Quand on vous dit qu'il y a 16,8% de différence entre les hommes et les femmes, je ne connais pas vos deux rémunérations, vous n'avez pas la même qualification, peut-être la même histoire, j'en sais rien. Mais enfin, vous seriez choqué si vous faisiez exactement la même tâche et que vous découvriez que vous touchez 20% de moins que votre collègue. D'accord ? Ne serait-ce que même si on revient sur 5,4%, je crois que ça a été établi sur à poste équivalent. C'est un vrai sujet. C'est d'autant plus un vrai sujet que même le gouvernement nous a dit qu'il voulait en faire la priorité de son gouvernement. Donc sur des choses comme ça, je prends cet exemple-là, sur les exonérations de cotisations qui profitent essentiellement à des grands groupes, est-ce que c'est utile que des grands groupes se voient aujourd'hui dans ces politiques d'exonération alors que ce qui est reversé aux actionnaires, les dividendes n'ont jamais été aussi importants et ça ferait revenir dans les caisses 3 milliards. Et puis est-ce qu'on peut pas avoir une subvention exceptionnelle aussi, vu qu'on parle du fait que c'est un petit déficit pendant quelques années de 3%, c'est 350 milliards notre système de retraite. Bref, vous voyez qu'il y a autre chose plutôt qu'un recul qui lui a des conséquences. Quelle est la conséquence du passage de 60 à 62 ans en 2010 quand M. Sarkozy, son gouvernement l'avait fait? C'est 300 000 personnes supplémentaires qui sont passées au RSA. On peut estimer, c'est une discussion, une prévision, que peut-être ça peut avoir le même effet. Somme-toute, ça coûte cher, des gens qui passent au RSA. Et vous avez suivi comme moi que les prétendus 12 milliards, comment dirais-je, 13 milliards que l'on recherche, il y en a quasiment un gros tiers, voire plus, qui en vérité repartira dans des politiques sociales d'aide parce que ça a des conséquences, vu que nous avons le plus faible taux d'emploi de ce qu'on appelle les seniors autour de 55 ans. Concrètement, la semaine prochaine, Elisabeth Borne invite les syndicats à venir discuter autour de la table. Vous leur dites allez-y? Premièrement, c'est pas moi qui décide, mais j'observe que, et je peux comprendre que des directions syndicales, des grandes confédérations disent on y va. Maintenant, la question, c'est que j'ai écouté M. Laurent Berger ou d'autres. Si Mme Borne crée uniquement une mise en scène médiatique, je veux le dire comme ça, où en vérité, elle n'a rien à dire sur le fond du sujet, je dis à Mme Borne, ça va vous revenir comme un boomerang au visage et la seule chose que vous aurez, c'est des images de dirigeants syndicaux qui, sur le perron de Matignon, diront elle ne veut rien entendre. Est-ce que c'est ça? Ça, ce serait pas bien. Donc je dis plutôt, engageons des discussions. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a fait une proposition. En vérité, on parle beaucoup des retraites, mais la retraite, ça n'appartient pas à l'État. C'est un système paritaire qui est géré normalement par des salariés et des employeurs. Pourquoi pas? On arrête là, on suspend, cette loi n'existe plus et on transmet le dossier au conseil d'administration du système des retraites. C'est une solution, vous voyez. Et puis il peut y avoir d'autres solutions de pause, etc. Je crois que c'est ça qui est le plus raisonnable.